Si après, il y en a, j'ai déjà vu qui font comme ça. Ah non, mais ça serait tu. Ah ouais. Là. Ah bah oui, c'est tout le monde là avec lui. Ouais, il y a ça. Comme ça. Ouais, il y a pas. Par contre, j'ai pas fait le feuille. Comment là-dedans? On peut voir, c'est cru. Hop. Alors, comment ça a l'air de le faire? C'est où que je touche là? C'est un cordon, ça. C'est un sacré cordon. Ah, il faut ça. C'est assez proche. Clac, clac, clac. C'est. Ah. Ça se met bien là-dessus. Et puis on se plage dedans. Tac. Vas-y. Boum. C'est ce qu'il faut pas faire. Là, ça va bien gronder. Tactique.
Ah ouais, mais c'est défoncé. Ah merde. Ouais, bon, je voulais la réutiliser pour ma chambre. Elle est plutôt pas en très bon état. Vraiment, là, j'ai même pas besoin de forcer, hein. C'est vraiment complètement pourri. Ça s'arrête, mais en tout cas, il y a des parties qui sont vraiment bien défoncées par l'humidité. Néanmoins, je pense que le pourtour là peut être pas mal. Je vais voir si je peux réussir à la rattraper et la réparer parce que c'était à la base censé être ma future porte de chambre. Mais bon, là, je passe mon dos au travers, c'est pas foufou quoi. Ce qui me semble évident là, c'est que bien sûr c'est lié à l'humidité et lié au fait que cette peinture, en fait comme beaucoup de choses, on a l'impression que rendre étanche c'est la meilleure solution qui soit. Mais de plus en plus, je me rends compte que pas du tout, et à tous les niveaux. Donc là, je suis persuadé que cette peinture est parfaitement étanche, même s'il y a sans doute eu des imperfections ou le temps, etc. Ça a fait travailler, et il y a eu des infiltrations d'eau qui ont pu avoir lieu. Et le problème, c'est parce que c'est étanche, l'humidité ne peut plus ressortir, donc ça vient vraiment attaquer et bouffer l'intérieur. Ce que je vais faire, moi, quand je vais retaper mes fenêtres, c'est que j'ai trouvé de la peinture normalement suédoise, comme on voit souvent dans les bâtiments de couleur rouge, souvent en Suède, en bord de mer. Et en fait, ces peintures qui sont à base d'huile de lin, je crois, sont imperméables, oui, à l'eau de ruissellement, mais toujours perspirantes, comme la chaux, c'est-à-dire qu'elle elle laisse passer l'humidité. Donc même si de l'eau passe à travers, c'est pas grave, ça va ressécher ensuite, sauf ce qui n'est pas possible ici. Donc ça m'embête un peu, mais en tout cas, voilà. Allez-y, essayez de voir souvent, rendre étanche, ce n'est pas la solution et demande souvent plus de travail sur le long terme que d'avoir une solution qui semble moins résistante, moins costaud. Ouais, je sais ce que beaucoup de gens pensent, mais Guillaume, t'es complètement de faire une dalle en extérieur à la chaux. Et je leur réponds, alors c'est un test. Moi je suis vraiment anti plein de choses, anti ciment, anti plastique, et j'essaie vraiment de faire sans. Alors là la dalle c'est un peu effrité, surtout à l'endroit où elle n'était pas couverte. Malheureusement j'ai pas trouvé une bâche adaptée sans en racheter une qui pourrait la protéger bien. Et donc là, on a un parfait exemple de chaux qui a gelé. En fait, la dalle était encore humide ou a été mouillée par la pluie. Et ensuite, il a gelé et ça pète. La dalle étant humide, ça gèle, ça prend du volume et ça éclate. Alors,
c'est vraiment qu'en surface. Je vais enlever tout ce qui s'enlève. La dalle reste de niveau, elle n'est pas parfaitement propre sur les angles, mais rien de trop grave. Et je précise toujours qu'en fait cette dalle sera couverte parce qu'elle va recevoir ma pompe à chaleur. Vous pouvez voir la vidéo qui explique mon choix. Et je vais monter des murs latéraux et la couvrir. Donc en fait, elle aura plus ce souci d'être exposée aux éléments et de pouvoir continuer à se dégrader. Elle risque de bouger, oui. C'est pas bien grave. Et puis voilà, un peu dans la démarche. On n'a pas besoin que ça tienne 100 000 ans, on a juste besoin que ça tienne 20 ans, 20, 30 ans, et ça va largement faire l'affaire. Alors, ils sont pas parfaits, mais j'en suis satisfait quand même de mes tablettages. Si je peux vous donner un seul conseil, pour le reste, la technique de la rondelle, du compas, etc., c'est peut-être en fonction de comment on sent chacun. Mais la clé de la clé, c'est de jamais commencer par le tablettage. C'est à ce moment-là qu'on crée des problèmes d'alignement entre les planches, d'une planche à l'autre. Et ça marche pour le parquet, pour le fermacelle, pour tout type de tablettage. Moi, mes rampants, j'avais fait un tablettage et ensuite commencé par là et ensuite tout était parti de travers, c'était un casse-tête. C'est pour ça que ici, moi, j'ai vraiment commencé par fixer ma lame de référence qui est parfaitement droite et j'ai fini par le tablettage ici. Et c'est beaucoup plus simple, surtout pour le reste de la pièce, pour pas que ça parte en quinconce. Et il y a tellement de longueur ici, donc là il y a 8 mètres hein, de là-bas jusqu'ici. Il y a tellement de longueur que j'ai même pas réussi à être complètement droit parce qu'il n'existe pas de règle plus longue que ça. Bon, en tout cas, compliqué à trouver, qui fait déjà 5 mètres. Et vous voyez, alors moi je m'en fiche un peu, hein, et ça se voit particulièrement parce que les bords ne sont pas chanfreinés, des lames, elles sont droits. Mais on voit une sorte de, voilà, de petit escalier. Et ça, c'est causé par une sorte d'angle au début, très léger, hein, qui se voyait même pas au début, et qui s'est accentué au fur et à mesure de la pose du parquet. Donc, si vous voulez, surtout que les lames ne sont parfois même pas de la même largeur, donc, et elles sont un peu voilées. Donc ça, faut le savoir quand on pose un parquet, faut être prêt à avoir des imperfections. Et, quand on pose le parquet, parfois on a envie absolument de les coller au maximum. Et il faut bien réfléchir à l'endroit où on a envie de le coller et le reste de la lame et le futur de la lame. Parce que là, si j'avais trop collé au bout là-bas, ça aurait fait un grand jour ici et ça aurait été un casse-tête encore pire. Donc, faites des compromis quand vous posez du parquet. Laissez des petits jours plutôt que de serrer au maximum et qu'ensuite ça en crée des gros. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà.
Autre petit conseil pour le tablettage. C'est pas grave si on n'est pas parfait, je le suis jamais, vraiment. Bon, surtout quand on est contre un mur en pierre, donc en fait, l'imperfection un peu permanente partout nous empêche de voir les défauts. Donc là, c'est pas parfait, mais c'est suffisamment bien pour que ça choque pas. Et du coup, quelqu'un qui est venu m'aider à poser la porte m'a donné un conseil, à mon avis, très précieux, qui est, c'est pas grave si c'est parfait, pareil, mais entre deux lames, entre deux jonctions, il faut pas qu'il y ait de marche. C'est ça qui va vraiment sauter à l'œil. Donc, même si j'avais des imperfections un peu partout, je me suis toujours débrouillé. Bon, là, c'est un peu cassé, mais c'est pas très grave. Mais pour que les lames soient parfaitement alignées et commencent vraiment au même niveau de tablettage. Donc là, vous voyez, c'est pas parfait, mais quand on regarde ici, il n'y a pas de marche et ça semble tout à fait correct. Donc, pas d'escalier entre deux tablettages. Alors ici, voilà, je suis assez content de mes tablettages. En tout cas, ils me conviennent. Ils sont pas parfaits, mais de toute façon, ils risquent d'être recouverts par une plinthe avec une corde que j'ai déjà trouvée. Donc, il me restera plus qu'à appliquer la finition et la poser. Ici, c'est un tablettage un peu complexe parce qu'il y a des tablettages des deux côtés. Donc, faut absolument pas se tromper. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec une chute, créé un modèle de tablettage, voilà, qui est au poil pour les deux côtés du tablettage. Donc là, c'est un côté. Je me suis même pas pris la tête, j'ai pris la même pièce pour l'autre côté. Et j'aurais plus qu'à mesurer le point là, qui est le point le plus grand bien sûr, et entre là et là, et reporter mes découpes, et j'aurai normalement la pièce parfaite. On va voir ça. Parfait. Bon, je profite de finir de ranger, vu que j'ai fini définitivement le parquet, pour vous donner quelques petites astuces avec l'expérience que j'ai eue. Donc, là, on parle bien d'une pose sur l'embourde. Donc, on va imaginer que c'est la pose que vous faites, sachant qu'il existe aussi la pose collée, la pose clipsée. Sachant que si on veut un parquet très épais, c'est presque obligatoirement une pose sur l'embourde, qui peut être vissée ou clouée. Je ne connais pas tous les avantages et inconvénients des deux techniques. Moi, j'aime pas trop la pose clouée, j'ai déjà pu essayer.
C'est assez chiant, il faut un chasse-clou et en fait la tête glisse sur le clou qu'on essaye d'enfoncer. C'est assez chronophage. Néanmoins, ça peut être assez chronophage les vis et c'est pas que des avantages. Les vis, c'est des vis spécifiques qui ont une tête assez fine et avec avec un torx. Donc déjà, première chose à savoir, on visse sur la languette que quand on n'a pas le choix, dans une position bizarre ou je sais pas quoi, on vient visser dans l'autre sens. Mais sinon, c'est toujours sur la languette à 45 degrés. Alors, un des trucs les plus chiants avec la pose vissée et le parquet en chêne, parce que c'est un bois très très dur, c'est que les bouts vont casser. J'en ai vraiment cassé, je pense, une quinzaine. Donc, et ça, c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est que en général, on est comme ça pour visser et on n'est jamais droit. Donc, on se désaxe petit à petit et on vient abîmer d'abord l'embout, puis aussi la tête de vis. Et parfois, quand elle reste bloquée, vous m'avez déjà vu meuler, c'est super chiant. Prenez pas la pose vissée comme j'ai fait pour vous dire, avec le parquet en chêne, je vais pouvoir les dévisser à ma guise. Non. C'est posé pour rester. C'est pas aussi souple que ça pourrait laisser penser. Je vais vous donner un exemple. Normalement, ça devrait marcher. Alors là, cet embout est déjà cassé. Alors, il a cassé un peu plus haut, donc la tête s'enfonce et limite est plus résistante. Donc, c'est pas plus mal, mais je vais vous montrer comment on casse une vis ou une tête de vis. Donc, je viens là et à 45 degrés, du coup, je viens visser mon parquet sur ma lambeau. Première chose, pour économiser des embouts, on s'arrête pas en milieu de course. Alors là, à peu près, ça va, parce que je suis pas trop enfoncé. Si je m'enfonce trop, c'est mort. Je vais casser la vis ou l'embout. Donc je continue. Et je ne m'arrête pas avant que ce soit enfoncé. Et j'y vais à un rythme souple, pas rapide, pas lent. Et normalement, ça s'enfonce tout seul. Donc là, mon parquet est vissé. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, ça y est. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Le bois, entre guillemets, se referme parce qu'il est écarté par la vis. Il se referme sur la vis et après, il est maintenu. Donc, soit ça fait ça, c'est-à-dire que j'ai glissé dans la tête de vis et la vis ne peut plus ressortir. Soit parfois, c'est soit la vis, soit la tête de vis qui casse. Et là, on est, surtout quand c'est la vis et qu'on a envie de l'enlever, on est mal barré. Donc voilà pour ça. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vais essayer de faire un exemple un peu plus réaliste. Bon, j'espère que vous allez voir. Donc, imaginons que ça, ce soit la rangée que je viens de poser, donc qui est vissée, fixée comme il faut. Alors déjà, c'est un peu le cas ici, j'espère que vous allez voir. Les planches sont même pas de la même largeur, l'une a travaillé plus que l'autre. Bon, j'en sais rien pourquoi, mais en tout cas, là, il y a quelques millimètres. Donc, c'est un parfait exemple. Là, je vais me dire, j'ai ma planche et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que ce soit le plus collé possible pour ne pas avoir de jeu. Là, on ne voit pas sur la longueur de la planche, mais si j'essaye de coller le plus possible ma nouvelle planche contre, là, il y a un jeu qui se crée. Alors, vous imaginez sur la longueur d'une planche, ça peut faire 1 cm. Donc, parfois, il faut faire des compromis. Il faut laisser un petit jour ici pour éviter d'en avoir un grand à l'avenir. Donc ça, c'est un peu de l'anticipation permanente. Quand on commence à voir un défaut, il faut commencer à prêter attention à ne pas, voilà, la suivante, la planche, je ne vais pas la coller non plus. Je vais essayer de rattraper tout doucement l'écart en laissant ce petit jeu. Sinon, parce que celle-ci et les planches et les lames suivantes auront sans doute les mêmes défauts, je vais venir accentuer
les écarts jusqu'à créer les marches d'escalier que je vous avais montré tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment le basique pour faire une pose qui soit satisfaisante. Et sachant que n'oubliez pas, hein, si vous voulez du parfait, posez pas du massif. Ça a un charme indéniable. Alors, quand vous voulez le poser vous-même, et je pense que des pros pourront peut-être rattraper tous les défauts, mais je pense qu'il y a quand même des compromis qu'il faut faire parce que quand une planche est plus large que l'autre, il y aura forcément un jour quelque part. Donc, même si c'est un pro, je suis pas sûr qu'il puisse y faire grand-chose. En tout cas, c'est pas grave. Justement, ça donne du charme et je pense que ça aura très vite l'aspect d'un parquet qui a travaillé, qui a vécu, voilà, qui a son charme. Donc voilà pour les petits conseils que j'ai à vous donner. Et à part ça, c'est assez agréable à poser. N'ayez pas peur. J'ai également déjà posé du parquet collé. Alors le produit c'est un peu de la merde, la colle là, mais pareil, c'est pas désagréable. Et je crois que la pose clipsée, je crois que c'est du bonheur. Voilà, donc choisissez en fonction de vos moyens parce qu'effectivement ça c'est assez cher, mais normalement ça devrait tenir toute ma vie et le suivant aura sans doute pas envie de le recouvrir ou de le changer. Ou s'il le recouvre, je pourrais toujours le récupérer. Bon, une personne dans 100 ans pourra toujours venir gratter la colle qu'il y a dessus et retrouver un magnifique parquet d'origine, comme on peut le faire parfois aujourd'hui.